Dans l'actualité du 13h15, comment préserver au mieux les aires protégées en Afrique? La question taraude les ministres des pays membres du Conseil de l'Entente réunis depuis ce matin à Ouagadougou. La conservation des aires protégées est donc compromise non seulement dans les zones à forte densité de la population, mais aussi lorsque la surveillance n'est pas accrue. Et puis en Turquie, de nouveaux cadavres ont été retirés dans la nuit de mercredi à jeudi d'une mine de l'ouest de la Turquie où une explosion est survenue mardi. Le bilan est de plus de 100 morts selon le gouvernement turc. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le Conseil national de lutte contre le sida et les IST tient sa 13e session ce matin. C'est le président du FASO qui préside les travaux. Il sera question de l'analyse des orientations programmatiques et financières de 2014. Je vous propose ici un extrait du discours du président du FASO à l'ouverture des travaux. La présente session intervient à un moment où les actions énergiques engagées par le gouvernement ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers ont produit des résultats encourageants en termes de stabilité de la prévalence du VIH et de prise en charge des personnes infectées. Ainsi, l'implication des structures décentralisées et communautaires dans la prise en charge médicale des malades par les antirétroviraux a permis à ce jour de mettre sous traitement près de 45 000 personnes. Dans le même temps, des efforts importants ont permis d'étendre les services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, à plus de 95% de nos formations sanitaires. En outre, la revue à mi-parcours du cadre stratégique de lutte contre le VIH, le sida et les IST 2011-2015 a été conduite avec succès et les différentes analyses faites attestent que de réelles avancées ont été opérées dans l'atteinte des objectifs fixés avec, par moments, des dépassements de prévisions. C'est pourquoi je saisis l'opportunité de cette session pour féliciter les acteurs du secteur, des secteurs publics et privés, les autorités coutumières et religieuses, les ONG et les associations pour leur engagement constant dans la réponse. Je rends également un hommage mérité à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour les efforts inlassables déployés à nos côtés en dépit de la persistance de la crise financière internationale. Nos reporters reviendront en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Luc Adolphe Thiaw visite le chantier du barrage de Moussodougou dans les Cascades. Les travaux de réhabilitation entamés en juillet dernier sont à moitié exécutés. Constat de Simplice Barreau. Dans 5 mois, les travaux de réhabilitation et de sécurisation des digues du barrage de la Komoé à Moussodougou seront terminés. C'est l'assurance donnée au Premier ministre par les techniciens. Luc Adolphe Thiaw, en venant pour la seconde fois sur le site du barrage, a voulu s'assurer de l'évolution des travaux en cours. Aujourd'hui, donc, nous sommes autour de 45%, mais je pense que l'essentiel a été fait. C'est le début qui était difficile et l'entreprise nous a rassuré, les bureaux d'études, que si le rythme des travaux continue jusqu'à ce point, le barrage devrait donc, les travaux seront terminés pour d'ici le mois de novembre. Et ceci va donc nous mettre définitivement à l'abri. Vraiment, vous me permettez à ce stade, sincèrement, de remercier, de féliciter M. Cavache, dont la société a pris ce travail en charge. Il aime bien nous dire qu'il perd beaucoup d'argent, et cela est possible parce que nous avons vu que ce n'était pas facile du tout. Et je pense que nous devons en tout cas le féliciter pour l'ensemble des activités qu'il mène dans notre pays. L'entreprise marocaine qui réalise les ouvrages de réhabilitation a déployé de gros engins pour l'installation des pales planches à une trentaine de mètres de profondeur de la digue. Une technologie qui doit en principe éviter les dangers d'inondation qui menacent la SN Sosico et la ville de Bonfora. Depuis 2011, il y avait plusieurs solutions et toutes les solutions que nous avons envisagées, même si certaines étaient moins chères, avaient des inconvénients, soit en termes de sécurisation, soit en termes de garantie de la qualité, n'est-ce pas, des travaux. Et comme nous ne voulions pas avoir à revenir encore sur ce barrage, nous avons adopté la formule, la solution la plus définitive, à savoir faire un rideau de pales planches. C'est, comme vous l'avez vu, des panneaux de fer
donc de longueurs variées avec lesquelles on fait pratiquement un mur depuis la crête, depuis le dessus, n'est-ce pas, de la digue jusqu'à la fondation pour couper définitivement les fuites qu'il pourrait y avoir dans cette fondation-là. Et en la matière, effectivement, comme on l'a dit, c'est une technologie qui est très, très, très spécifique. Et on peut même dire que c'est la première fois que dans le monde, on bat ces pales planches aux profondeurs que nous avons décidé d'atteindre. C'est le 20 juillet 2013 que le chef du gouvernement, Luc Adov-Tiao, a lancé les travaux de confortement du barrage de la Komoé de Moussodougou. Celui-ci était confronté à un problème d'infiltration d'eau à l'affaissement d'une partie de la digue. Les travaux sont financés à hauteur de 15 milliards de francs CFA par le budget national. Bien avant la visite des chantiers du barrage de Moussodougou, le Premier ministre a fait escale à Mondon où il s'est entretenu avec les populations du village. Luc Adov-Tiao a pris note de leurs doléances qui se résument en un besoin d'électricité, en la construction de retenues d'eau et au bitumage de l'axe Orodara-Gawa. Le chef du gouvernement a également saisi l'occasion pour inviter les populations de la région à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je vous le disais en titre, selon l'UICN, les aires protégées en Afrique sont souvent en danger du fait de la chasse, de l'exploitation forestière et de la destruction des forêts à d'autres fins commerciales. La conservation des aires protégées est donc compromise non seulement dans les zones à forte densité de la population, mais aussi lorsque la surveillance n'est pas accrue. Il existe un programme de préservation de ces aires protégées qui couvre les pays du Conseil de l'Entente. Les ministres de ces pays sont à Ouagadougou pour leur 4e session. Il s'agit de réfléchir à une meilleure protection de ces aires. Moumouni Soubega. Le complexe WAPO couvre une superficie d'environ 1 million d'hectares, dont 40% des aires protégées des pays membres. C'est un espace riche en biodiversité avec des espèces emblématiques et le PAPE, le programme d'appui au parc de l'Entente, se donne pour mission de le conserver. À Ouagadougou, la 4e réunion du Conseil des ministres du PAPE veut passer à la vitesse supérieure dans le combat contre la destruction de ces parcs à travers l'adoption des plans d'action. Les animaux sont tués à l'intérieur des parcs. Les gens qui viennent, ils sont puissamment armés et rentrent dans les parcs, ils tuent le grand gibier. Nos éléphants, nos lions, tout ça là. Nous avons les arbres que les gens vont couper au sein de ces parcs. Aux yeux des spécialistes, c'est un programme d'intérêt majeur et la réussite de sa mise en œuvre est plus que jamais un défi pour les décideurs politiques. Ce projet couvre 150 villages et 350 000 habitants. Donc une gestion rationnelle de ces aires protégées, source de ressources à valeur nutritive et médicinale, une gestion participative avec les populations riveraines ne pourront que profiter à des pays comme le Bénin et le Burkina Faso. Le complexe WAPO couvre les parcs W, Arli, Oti-Kéran, Mandjouri et Pendjari. Quant au programme PAPE, il concerne le Burkina, le Niger, le Bénin et le Togo et bénéficie du soutien de l'Union européenne, de l'UEMOA et du PNUD. La filière karité au Burkina, une des plus dynamiques, le gouvernement a décidé de l'accompagner à travers un projet de stratégie de développement. Les acteurs de la filière sont réunis donc à Ouagadougou depuis ce matin pour examiner ces stratégies. Lazare Pouya a suivi l'ouverture des travaux. Compte rendu. Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire veut faire des exploitations familiales et des entreprises agricoles le moteur de développement de l'agriculture burkinabé. Et pour atteindre cette vision, les responsables et structures d'appui de ce département se sont réunis à Koudougou dans le cadre du premier conseil d'administration pour réfléchir sur les stratégies de mise en œuvre. Ils vont apprécier les performances atteintes par le ministère dans l'exécution du programme d'activité 2013, échanger sur les difficultés rencontrées et faire le point des préparatifs de la campagne agricole 2014-2015. Plus de 80% des exploitations agricoles au niveau du Burkina est composée d'agriculture familiale. C'est dire que l'ensemble des appuis du gouvernement sont prioritairement orientés vers l'agriculture familiale. La campagne agricole de 2013, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, nous avons enregistré une campagne satisfaisante globalement dans la mesure où nous avons pu obtenir environ 4 800 000 tonnes de céréales, c'est-à-dire environ 37%
d'accroissement par rapport à la moyenne quinquennale. L'année 2013 a été marquée au niveau de ce département ministériel par un accompagnement des acteurs à travers la réalisation d'infrastructures de mobilisation des eaux pour l'irrigation, la fourniture des intrants et équipements agricoles. Pour ce qui est de la campagne agricole 2014-2015, Mahama Zungrana va procéder à son lancement officiel ce vendredi 16 mai à Koukouldi, dans le Sanguier. Vous l'avez compris, il s'agissait du CASEM du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, un reportage proposé par Jonas Wemba avec nos équipes de la RTB2 Centre-Ouest. À présent, nous allons tenter de suivre Lazare Pouya dans cet élément de la filière qualité, une des plus dynamiques du Burkina. Le gouvernement a décidé de l'accompagner par un projet de stratégie de développement. Les acteurs de la filière sont réunis à Ouagadougou depuis ce matin pour examiner ces stratégies. Lazare Pouya a suivi l'ouverture des travaux. On suit son compte-rendu. C'est un pas en avant pour les acteurs de la filière qualité du Burkina Faso. Venus des 45 provinces de notre pays, ils vont examiner et valider le projet de stratégie de développement de la filière. Nous avons demandé une étude approfondie pour diagnostiquer un peu l'ensemble du secteur et pouvoir proposer une stratégie de développement. Et c'est cette stratégie que nous allons ensemble ce matin, avec l'ensemble des acteurs, essayer d'examiner et de valider par rapport, bien sûr, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. Élaboré de manière inclusive et consultative, le projet de stratégie de développement de la filière qualité au Burkina Faso est un document de 100 pages. Cette stratégie vise à pérenniser le développement de la filière pour les 5 prochaines années. Il y aura aussi un volet accompagnement. Donc l'un dans l'autre, nous allons partir du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire toute la chaîne sera prise en compte. La production, la commercialisation et l'ensemble des acteurs, tous ces acteurs seront renforcés sur le plan de leur capacité et permettre vraiment à tous ceux qui sont dans la filière de pouvoir exécuter dans de très bonnes conditions et que la filière puisse véritablement profiter à notre économie. La filière qualité au Burkina Faso génère des revenus pour environ 1,5 million de personnes, dont 90% de femmes. Selon le Centre du commerce international qui a soutenu et guidé le processus d'élaboration de ce projet, la stratégie filière qualité dresse entre autres un diagnostic réaliste de la filière, définit les axes clairs du développement et précise les responsabilités. Les activités, c'est surtout professionnaliser les femmes qui sont les plus nombreuses au niveau du maillon de la collecte de la production. Parce que c'est un maillon qui jusque-là a eu moins d'accompagnement, d'une part, en termes d'organisation, en termes de professionnalisation de leurs activités. Mais aussi, c'est ce maillon-là qui est le plus proche de la ressource, c'est-à-dire la ressource qualité, qui aujourd'hui est en voie de disparition ou menacée. Ces participants ont cette journée pour valider cette stratégie qui constituera désormais un document référentiel national pour toutes les initiatives et les interventions pour un développement harmonieux de la filière qualité. Si le Burkina Faso est en passe d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau potable à l'horizon 2015, selon les estimations du gouvernement, il faut reconnaître que dans le domaine de l'assainissement, les choses semblent traîner encore. C'est pour inverser les tendances que l'ONEA initie un projet pour les petites et moyennes villes du Burkina. Présentation avec Claudine Bikaba. L'assainissement de base fait partie des objectifs premiers de la SCAD et des OMD. Un objectif loin d'être atteint même si le gouvernement burkinabé s'attelle à sa réalisation. En effet, un projet d'appui à l'assainissement de base dans 10 petites et moyennes villes du Burkina est élaboré dans ce sens en collaboration avec la République d'Allemagne à travers le KfW. Et cet atelier d'information vise l'appropriation du projet par les acteurs. Il est organisé par l'ONEA et Égypte Afrique. Comment au niveau décentralisé des communes, des petites et moyennes villes, on peut effectivement développer l'assainissement. Et ce projet rentre en droite ligne de cet objectif. Et un atelier d'information, c'est la base. Le projet financé à plus de 3,994 milliards vise la construction de 15 400 ouvrages d'assainissement, des excrétas et des eaux usées des villes que sont Bagassi, Boromo, Diebougou, Fara, Gawa, Oundé, Koumbia, Léo, Poura et Réo à l'horizon 2017.
Partenaires techniques et financiers ainsi que les élus locaux ont la même vision. Si on a des installations sanitaires qui sont bien faites, ça a un impact positif sur la situation de la santé de la population. Et ça, c'est en fait la ligne rouge de toutes nos interventions au niveau de la coopération allemande. Nous, en tant qu'élus locaux, nous apprécions ce projet parce que d'abord, ce n'est pas le premier que nos populations bénéficient, parce que l'assainissement est une question vraiment primordiale, parce que ça agit sur la santé des populations. Et tant qu'on ne va pas trouver une solution définitive à la question de l'assainissement, ce n'est pas question de parler de santé des populations. Au-delà du cadre sain et de la santé des populations que le projet devrait contribuer à atteindre, il va sans doute participer au développement de ces localités. Les réfugiés maliens de Mentao viennent de recevoir l'aide du Secours islamique, plus de 250 tonnes de céréales, un vrai soulagement pour ces déplacés de guerre. Le récit de Sylvestre Da. Mobilisation des réfugiés maliens de Mentao dans la province d'Issoum ce mercredi 14 mai pour souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et aux membres de l'Organisation islamique internationale des secours d'urgence. Ils sont venus soutenir ces populations vulnérables et leur offrir des vivres. Au total, ce sont 200 tonnes de petits mil et 50 tonnes de riz qui vont être distribués aux réfugiés de ces camps. C'est une joie pour nous de nous donner l'occasion de vous dire très souvent merci. Et un merci qui va pas seulement à l'endroit du donateur, il va aussi à l'endroit de l'État burkinabé et les peuples frères du Burkina. Je suis très satisfait, j'allais même dire comblé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la période est critique. Il y a la famine, la disette qui frappe à nos portes. Et vraiment, ce dont vient combler les attentes. Et ça vient conjurer ce spectre-là. C'est la deuxième fois que l'Organisation islamique internationale des secours d'urgence vole au secours des réfugiés maliens établis au Burkina. Elle entend poursuivre ses actions de solidarité agissantes au profit de ces populations jusqu'à leur retour au Mali qu'elle souhaite pour bientôt. Il est très heureux et très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Il remercie le bon Dieu qui nous a donné cette occasion pour venir en aide à nos frères. Et cette aide aussi, on l'a multipliée cette année parce que la demande est toujours là et le besoin est toujours là. Et l'Arabie Saoudite, il est disposé à amener les aides là où il y a les nécessités. L'Organisation islamique internationale des secours d'urgence est une ONG financée par les peuples saoudiens basés à Jeddah. Cette activité se résume en des actions caritatives en Asie et en Afrique sans distinction de race ni de religion. Et puis les étudiants de la filière management de l'université Saint-Thomas d'Aquin à Samba mènent une réflexion sur le village de Gampela. Il s'est agi d'élaborer un projet de développement pour la localité. Reste à le valider en ses grands axes et à lui trouver un financement pour sa mise en œuvre. Adama Koulibaly. Initiative Gampela, c'est un projet de développement de cette localité située à quelques encablures de Ouagadougou dans la commune rurale de Samba. L'idée émane des étudiants de la 4e année de l'université Saint-Thomas d'Aquin pour allier la pratique à la théorie au cours de leur formation. Ce projet a été pensé et écrit par les étudiants de la 4e année de la faculté de sciences économiques et de gestion afin de proposer des solutions pour le développement de la localité de Gampela. Donc ce projet prend en compte différents axes, donc l'éducation, donc la formation professionnelle, la gouvernance locale. Nous avons la santé et les activités génératrices de revenus. C'est parce que nous avons remarqué que de plus en plus, les étudiants en fin de cycle, quand on les met à la tâche, c'est un peu difficile. Et très souvent, ils ne s'en sortent pas. Et donc, nous avons proposé à ce que le cours soit fait en 2 volets. Une partie théorique et une partie donc qui concerne les aspects pratiques de la formulation, la gestion et l'animation de projets. Partant du fait que les étudiants ont souvent des difficultés pour s'insérer dans la vie professionnelle après l'obtention de leur diplôme et surtout que beaucoup de formations sont théoriques, le ministère des enseignements secondaires et supérieurs salue à sa juste valeur cette initiative qui vise à donner les rudiments techniques aux étudiants. Je crois que c'est une démarche à saluer et cela présage en tout cas de bons cadres
pour notre développement. Je pense qu'ils doivent continuer dans le sens de l'opérationnalisation de leur savoir universitaire que les professeurs leur donnent. C'est un premier point. Le deuxième point, ils doivent se préoccuper non pas de devenir des salariés, mais de créer leur propre entreprise. Parce que ce qui manque le plus dans nos pays, en Afrique au sud du Sahara, ce sont des entrepreneurs africains qui s'organisent pour reproduire la technologie et développer le savoir technologique qu'ils peuvent positionner sur des marchés africains, mais aussi internationaux. Initiative Gampela est le 4e projet développé par les étudiants de l'Université Saint-Thomas d'Aquin et ce séminaire devrait procéder à la validation de ce projet. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.